tous. La peur du gendarme peut retenir l'assassin au moment de passer à l'acte. Ce qui est vrai pour les hommes, l'est-il pour les États? Est-ce que la crainte des conséquences peut dissuader un service secret de neutraliser l'ennemi qu'on lui a désigné? Est-ce que le Slave Alexei Navalny et l'Arabe Jamal Khashoggi seront un jour vengés? Deux opposants, deux empoisonnements, est-ce qu'ils ont autre chose en commun? On va parler aujourd'hui de l'Arabie saoudite et de la Russie. On va parler de ce nouveau monde qui ressemble férocement à l'ancien. Bonjour Jean de Glignasti, vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des recherches internationales et stratégiques. Et c'est votre deuxième vie, car vous avez été auparavant haut fonctionnaire, diplomate. Vous avez représenté la France, vous avez été ambassadeur un peu partout, au nord et au sud, à l'ouest et à l'est. Ça, peut-être la curiosité de votre parcours, parce que vous avez été consul général à Jérusalem, ambassadeur au Sénégal, ambassadeur au Brésil, ambassadeur en Russie, et c'est aussi pour ça qu'on fait appel à vous. C'est votre dernier poste. Mais vous avez été aussi à Bruxelles, au Centre d'analyse et de prévision, à la direction Afrique. Vraiment, vous avez une carrière incroyable, très, très variée, et beaucoup d'ouverture dans cette carrière, des balcons très variés pour regarder les convulsions du monde contemporain. Alors, avant, vous parliez de n'importe quoi, mais un seul homme, le ministre. Maintenant, vous parlez d'un seul sujet, la Russie, mais à un public beaucoup plus élargi, celui qui lit les publications de l'IRIS. Cette deuxième vie, c'est mieux? C'est une autre vie. C'est différent. Elle est dans la prolongation de la première, mais elle est différente. On écrit plus, on réfléchit plus et on enseigne plus, ce qui est une grande joie. Donc en fait, c'est une autre vie, mais qui est dans la logique de l'ancienne. Mais est-ce que c'est frustrant d'apprendre à connaître, de savoir, essayer de comprendre la réalité du pays dans lequel on représente la France, et de ne voir jamais publier le fruit de ses cogitations, ses télégrammes, ses analyses? Mais en fait, quand vous êtes ambassadeur, vous êtes chef d'orchestre, en fait. Vous écrivez peu. Un ambassadeur écrit une note de couverture ou un télégramme de couverture quand il y a une visite officielle. Quand il y a quelque chose d'important, il le signale, mais c'est très bref. Mais en fait, il met en musique, si je puis dire, les contributions de ses collaborateurs. Plus on monte dans la hiérarchie, moins on écrit. Ceux qui écrivent, ce sont les secrétaires, les rédacteurs, les conseillers. Et quand on change de vie comme vous, on se sent plus libre? Eh bien, à ce moment-là, on recommence à écrire et c'est aussi une grande joie. Quand vous vous étonniez que l'an dernier que Vladimir Poutine n'était pas invité au 75e anniversaire du débarquement, vous ne redoutez pas d'aller à contre-courant de l'opinion généralement admise? Vous prenez un risque? Est-ce que quand vous étiez ambassadeur, vous en auriez pris un ainsi, de déplaire à votre lecteur? Oui, tout à fait. Non, c'était surprenant, je me suis étonné, c'était surprenant. D'autant plus surprenant que finalement, Macron avait décidé d'aller à l'anniversaire de la victoire russe, enfin du 9 mai à Moscou, que seul le Covid l'en a empêché, et que Hollande, qui ne passait pas pour un ami de la Russie, avait aussi invité Poutine, donc ce n'était pas compréhensible. Bonjour Elie Masboulji, vous êtes journaliste, bienvenue, et un vétéran de l'information internationale en français. Vous avez couvert Prague en 68, les obsèques de Nasser, la guerre des 6 jours, et surtout tous les jours de la guerre civile au Liban à la fin des années 70 et des années 80. Et puis après, vous êtes devenu correspondant à Paris du grand quotidien francophone qu'est L'Orient le Jour. Vous connaissez toutes les arcanes de la République et vous dirigez aujourd'hui le site Trilogue News, qui jette un pont entre la France, l'Europe et l'Orient plus ou moins proche. Est-ce que vous n'avez pas été frustré de rester cet été à Paris alors que c'était au cœur de la fournaise à Beyrouth que les choses se passaient? Frustré, non. Mais j'ai suivi comme tout le monde ce qui s'est passé.
Est-ce que vous avez regretté de ne pas être à Beyrouth cet été? Oui et non. J'ai regretté de ne pas être dans mon pays à un moment aussi dramatique, puisque depuis l'indépendance et surtout depuis que je suis journaliste, j'ai vécu toutes les grandes heures, bonnes ou mauvaises, les catastrophes et les événements heureux du pays. On va commencer avec l'affaire Navalny. Depuis que l'opposant est tombé malade dans l'avion qui survolait la Sibérie, le monde entier accuse le Kremlin. Et d'autant plus qu'en Allemagne, où l'opposant avait été transféré, on a retrouvé des traces de Novichok, le poison fatal inventé par et pour le KGB. Est-ce que vous avez un doute sur la responsabilité de ce crime ? Personnellement, non. Je ne pense pas que ce soit Poutine qui ait fait le coup. D'ailleurs, les accusations dont vous parlez sont plutôt rares. On accuse plutôt Poutine d'avoir laissé se développer une atmosphère qui rend ce genre de choses possible. Mais il y a tellement d'inconvénients pour Poutine dans cette affaire que je doute qu'il ait orchestré ça. C'est même très improbable. Dans cette affaire, il va perdre Nord Stream, c'est-à-dire le gazoduc. On va parler des conséquences, mais vous ne pensez pas que la personne de Navalny, opposant numéro 1 au Kremlin, était intouchable et qu'aucun service n'ait pu... On s'imagine qu'aucun service ne pouvait y toucher sans avoir l'aval du Kremlin, quand même. Tout d'abord, opposant numéro 1, le positionnement de Navalny est un peu particulier. Au départ, c'est un blogueur. Il avait un blog qui s'appelait Rospil et il mettait en vidéo des preuves très probantes, très spectaculaires de la corruption de certaines personnalités du régime. Peu de temps avant cet empoisonnement, il avait mis sur vidéo des preuves incriminant en fait un député à Novosibirsk qui s'occupait du logement et qui s'en mettait plein les poches au détriment de... Et ce député a été déplacé. Donc il se fait des ennemis, énormément d'ennemis. Et son thème de la lutte contre la corruption est un thème qui touche tout le monde, le pouvoir bien sûr, mais aussi beaucoup d'individus particuliers proches du pouvoir. Alors le crime est russe, la victime est russe, l'arme est russe, mais ça intéresse le monde entier et le G7 a appelé à traduire en urgence en justice les responsables de cet attentat. On va voir ça avec Anne Lescure. Alexeï Navalny, bête noire du Kremlin, a bien été empoisonné par un agent toxique de type Novichok, selon les résultats d'un laboratoire militaire allemand. Berlin a demandé des éclaircissements urgents à la Russie qui nie son implication. Suite à l'annonce d'Angela Merkel mercredi, la devise russe a même plongé à son plus bas niveau depuis 2016 face à l'euro. Les moscovites sont divisés quant aux conséquences de cette annonce. Je pense que des sanctions seront imposées et que la situation dans son ensemble est assez tragique. Il y aura une certaine réaction qui suscite des inquiétudes. Nous avons déjà quelques problèmes avec le taux de change. C'est assez inquiétant. Ce n'est pas une attaque très réfléchie de la part des pays occidentaux contre notre pays. Ça aura évidemment certaines conséquences, mais ce n'est pas catastrophique. De nouvelles sanctions qui, pour le moment, sont encore loin d'être imposées par l'Union européenne. Cette dernière réclame pour le moment à la Russie le lancement d'une enquête transparente et exhaustive. Il est difficile de parler de punition quand vous n'avez pas encore, à ce stade, les responsables. L'enquête doit avoir lieu et ensuite, les étapes supplémentaires seront décidées. Si le Kremlin est pointé du doigt, c'est que c'est entre ces 4 murs que le Novichok a été conçu dans les années 70 par les soviétiques qui sont alors en pleine guerre froide. Cette arme chimique se présente le plus souvent sous la forme d'une poudre susceptible de pénétrer les pores de la peau ou les voies respiratoires. Pour l'entourage de l'opposant, l'auteur de cet empoisonnement ne fait guère de doute. L'État russe est le seul acteur à avoir la possibilité d'utiliser un agent neurotoxique de type Novichok. C'est au-delà de tout doute raisonnable. À l'initiative de manifestations contre le pouvoir et d'enquêtes pour lutter contre la corruption, Alexeï Navalny faisait de plus en plus d'émules sur les réseaux sociaux.
Quelques jours avant son empoisonnement, il effectuait une tournée dans plusieurs villes de Sibérie pour soutenir les candidats de l'opposition. Féroce critique du Kremlin, il s'était également prononcé en faveur des manifestations au Bélarus. Jean de Glenias, il y a toute une tradition d'un cabinet des poisons, depuis Lénine d'ailleurs, hein, pour liquider les opposants. On a l'impression que tuer avec du Novichok, c'est comme signer son crime en cyrillique, hein, en quelque sorte. Hein. Oui, mais vous avez noté que les Allemands, qui sont des gens sérieux, disent de type Novichok. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des neurotoxiques. Des neurotoxiques, il y en a des tas de catégories. Il y a le VX, il y en a d'autres. Et donc le sarin. Et donc en fait, ce qu'on sait, c'est que c'est du neurotoxique, mais on n'a pas identifié le Novichok. Simplement, le Novichok, c'est un truc de, pardonnez-moi, de journaliste pour incriminer on vous pardonne. l'État, pour incriminer l'État russe. Non, mais on entend le ton général que prennent, par exemple, Angela Merkel. Elle est aussi outrée que l'était Theresa May quand vous aviez cet ancien espion retourné qui avait été empoisonné dans la campagne anglaise avec sa nièce. Il y a la même indignation. Et aussitôt, évidemment, les Russes, le pouvoir russe, les pouvoirs russes, quelqu'un dans le pouvoir russe est immédiatement incriminé. Il n'y a pas de doute dans l'esprit quand même des Occidentaux. Ah non, je ne suis pas d'accord. Il y a une différence entre l'affaire Skripal et l'affaire Navalny. Skripal était un agent secret retourné, si je puis dire. Il y a manifestement une vengeance des services. Et si je crois Poutine, après, a changé la tête du GRU et a pris des sanctions, c'est pas tellement pour l'assassinat de Skripal, c'est d'avoir un peu fait un travail de gougnafier. Ça te laisser filmer et qu'on ait pu remonter toute l'affaire. En revanche, Navalny, c'est une affaire interne à la Russie. Manifestement, il y a eu un règlement de compte. Je note que Navalny revenait de Novosibirsk et de Tomsk, où il avait installé ses candidats à l'élection, puisqu'il avait eu le droit de présenter des candidats. Il y a trois possibilités. Ça peut être en effet les autorités russes, ça peut être une vengeance sur cette affaire de corruption, parce qu'il y a des gens qui ont été sévèrement ébranlés par la campagne de Navalny, et puis ça peut être aussi un cercle, j'allais dire, de gens assez proches du pouvoir pour pouvoir bénéficier de ce genre de moyens. Quelqu'un qui voudrait faire trébucher Poutine, parce que le Kremlin dénonce une campagne de désinformation, est-ce qu'on peut imaginer une campagne intérieure de déstabilisation ? Ça n'est pas exclu. Il est de fait que l'assassinat de Navalny, encore une fois, il représente maximum 20% des possibilités de voix. C'est le score qu'on lui prête aux élections à Moscou. Oui, c'est pas... À Moscou, il a fait 27%, mais Moscou est une ville municipale, mais c'est une ville un peu particulière et un peu frondeuse, comme toutes les capitales. C'est là où il a le cœur de son électorat, peut-être. Mais l'impression générale que ça donne, c'est quand même que, en gros, Poutine ne tient pas son monde, en fait. Est-ce qu'on en sait davantage sur ce qui s'est passé, ce qu'est devenu Skripal, par exemple, puisque vous qui suivez ces dossiers-là, il n'a jamais réapparu, ni lui ni sa nièce. On sait qu'ils ont été guéris. Et voilà. Je n'ai pas d'autres nouvelles. Ils ont été guéris. Le seul qui est mort dans cette affaire, c'est un pauvre policier qui avait touché le flacon dans une poubelle. Oui, on ne sait pas si c'est le bon flacon en plus. Bon. Mais alors, qu'à un cas, l'Union européenne s'achemine vers des sanctions, on remet en cause donc ce gazoduc Nord Stream 2 qui est pratiquement achevé. Plus de 3000 km ont été il reste 150 km. assemblés entre eux. Alors ça part de Saint-Pétersbourg, et puis ça traverse la Baltique et ça arrive au nord de l'Allemagne. Il en manque effectivement un petit bout. Est-ce que vous pensez que ça va rester inachevé ou vide ? C'est très difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que l'affaire Navalny apparaît à un moment où il y avait de la part de Macron, Merkel d'un côté, Poutine de l'autre, une volonté d'essayer de régler la crise ukrainienne, de terminer Nord Stream et en gros de se rapprocher de la Russie et de bâtir un ordre de sécurité en Europe qui ne soit pas exactement l'ordre... Non, en Europe, le Méditerranée, en Europe, nouvel ordre de sécurité qui permettait en quelque sorte de calmer le jeu sans l'intervention de l'OTAN ou des Américains. Et qu'il est de fait que l'affaire Navalny
tombe à un moment et casse en fait toute cette Alors, je vais plus loin que vous, ça tombe au pire moment, en tout cas pour les Bélarusses, hein. Pour les Biélorusses. On dit comme on voudra, comme le et la Covid, Biélorusse, Bélarus, personne ne sait quelle est la véritable orthographe. Mais bon, donc ça tombe au pire moment pour eux, parce que le seul qui puisse, en quelque sorte, déboulonner le tyran Loukachenko, c'est Poutine, non ? Je ne sais pas, parce que la logique biélorusse est quand même un tout petit peu différente. Comme vous savez, Loukachenko était pour la Russie un allié difficile. C'est un allié qui négocie à chaque fois le prix du pétrole, etc. Et cette affaire, évidemment, l'a remis un peu dans les bras de Poutine. Mais quand vous regardez le discours de Poutine, un interview qu'il a fait vendredi dernier, par exemple, il dit qu'en fonction des accords, il y a un traité d'union entre la Biélorussie et la Russie. Qui était resté lettre morte ou qui était resté... Pas tellement, il était resté platonique. Interminé, le mariage était platonique. Voilà. Bon, il n'était pas platonique parce qu'il avait déjà des bases très solides, mais disons que le processus n'était pas terminé. Et on sent bien que Loukachenko grognait pour les dernières étapes. Bon, là, évidemment, la question va se reposer. Mais au nom de ce traité d'union de 1997 et au nom de l'organisation du traité de sécurité collective, effectivement, Poutine a le droit de constituer une réserve, en tout cas il invoque ces clauses du traité pour constituer une réserve pour intervenir en cas de troubles graves. Mais il ajoute tout de suite qu'il invite toutes les parties prenantes à essayer de trouver une solution. C'est-à-dire que son soutien à Loukachenko est quand même relatif. Il n'insulte pas l'avenir, il est nuancé. Oui, mais bon, ce n'est pas au moment où on imposerait des sanctions à la Russie qu'on va demander à la Russie de faire pression sur Loukachenko quand même, hein. La situation est quand même un peu différente parce que Loukachenko, la Biélorussie, c'est un allié, c'est pas l'Ukraine. En Biélorussie, il n'y a pas d'ennemis de la Russie comme il y en avait en Ukraine depuis longtemps. Donc, en fait, c'est Poutine qui a toutes les cartes en main et c'est ses propres intérêts qui sont en jeu. Va-t-il assurer la continuité de l'ancrage de la Biélorussie à la Russie, notamment en prenant en compte le vœu d'une partie importante de la population, jeune, créative, dynamique. Est-ce qu'au cours de votre carrière, vous avez eu l'occasion d'être convoqué pour vous faire, parce que les ambassadeurs de Russie en Europe ont été convoqués ou vont l'être, est-ce que ça vous est arrivé, vous, quand vous représentiez la France, d'être sifflé comme ça et d'aller au ministère local des Affaires étrangères pour rendre des comptes sur des essais nucléaires ou que sais-je, moi non ? Ça m'est arrivé très rarement. Et en général, ça se passe de façon très, très douce, hein. Les journaux disent l'ambassadeur est convoqué. Dans la réalité, on reçoit un coup de fil de la direction qui est chargé de l'Europe au ministère des Affaires étrangères. Cher ami, est-ce que vous pourriez passer ? Et ensuite, on fait passer un message. Oui, on imagine que c'est le goudron et les plumes, en fait, c'est prendre le thé. N'exagérons rien, parce qu'après, dans la presse, on dit l'ambassadeur a été convoqué. Mais ça se passe de façon très, très civilisée, très policée, très diplomatique. Merci, Jean-Luc Niasti. Le verdict définitif dans l'affaire Khashoggi, 5 membres du commando qui avaient été condamnés à la peine capitale ont été graciés et feront 20 ans de prison. Leur peine est réduite. 3 complices qui s'étaient employés à maquiller les traces, à cacher la vérité, sont condamnés à des peines de 7 à 10 ans, sont les plus choquantes peut-être parce que toute l'Arabie saoudite, en tout cas tout le régime saoudien s'est employé depuis le début de cette histoire et de toutes ses forces à cacher la vérité. Et aujourd'hui encore, c'est à huis clos qu'a eu lieu ce procès et on ne sait même pas qui sont les condamnés. Frédéric Volcker. Le présentateur de la télévision d'État saoudienne annonce le verdict sans aucune image. Et pour cause, le procès a été opaque. Il s'est déroulé à huis clos et le nom des 8 condamnés n'a jamais été communiqué. Ils écopent d'une peine allant de 7 à 20 ans de prison pour le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. La justice saoudienne a précisé que ce nouveau jugement mettait définitivement fin à l'affaire. Atis Cengiz, la fiancée de Jamal Khashoggi, a qualifié cette décision de farce.
La décision rendue en Arabie Saoudite est à nouveau une parodie de justice. Les autorités saoudiennes ont clos ce dossier sans que le monde sache la vérité sur qui est responsable du meurtre de Jamal. Indignation également chez des ONG de défense des droits humains comme Reporters sans frontières, ou encore pour Agnès Calamar, rapporteure spéciale de l'ONU sur les exécutions sommaires. Le procureur saoudien a joué un nouvel acte dans cette parodie de justice. Ces verdicts n'ont aucune légitimité juridique ou morale. Le nouveau verdict intervient après que les fils de Jamal Khashoggi ont annoncé en mai dernier avoir pardonné aux tueurs de leur père. Mais plusieurs sources affirment qu'ils seraient sous pression ou même soudoyés par les autorités saoudiennes. En octobre dernier, le journaliste Jamal Khashoggi, critique du régime saoudien, avait été assassiné dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, où il s'était rendu pour récupérer un document. Son corps n'a jamais été retrouvé. Après avoir nié l'assassinat, Riyad affirme qu'il a été commis par des agents qui ont agi seuls. Mais des responsables américains et turcs désignent rapidement le prince héritier Mohammed Ben Salman comme commanditaire du meurtre. Une affaire qui aura plongé l'Arabie Saoudite dans l'une des pires crises diplomatiques de son histoire. Alors, évidemment, Navalny, Khashoggi, 2 crimes d'État. Et alors, ce qui est extraordinaire, Elie Masboulji, c'est qu'on a rarement vu, on n'a jamais vu même un crime d'État aussi documenté, puisque les Turcs écoutaient aux portes et qu'ils ont distillé les enregistrements, le script en tout cas des enregistrements, on sait tout de la façon dont ça s'est passé sur place. Est-ce que vous pensez que les condamnés vont faire leur peine ou est-ce qu'ils vont avoir droit à un aménagement à la française avec stage de réinsertion, bracelet électronique À la française, certainement pas. Les choses ne se passent pas de la même façon en Arabie Saoudite. Quand on disparaît, on disparaît. On ne sait pas si on est condamné pour 10 jours ou pour 10 ans ou si on est condamné à mort. C'est un système très, très différent de ce que nous connaissons, le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous pensez réellement que le médecin légiste avec sa SIAOS, l'officier qui commandait, qui dirigeait le commando et qu'on entend dans l'enregistrement insulter Khashoggi au moment même où il l'empoisonne, est-ce que vous pensez que ces hommes vont croupir, alors qu'ils ont obéi à la raison d'État, qu'ils vont croupir au fond d'un cachot jusqu'à la fin des temps ? Peut-être qu'ils vont croupir et peut-être non, parce qu'ils ne sont plus de ce monde. Déjà, c'est déjà arrivé pour des affaires privées qu'on ne sache pas vraiment, une fois que la personne est derrière les barreaux, on ne sait pas si vraiment elle est là, quelle est la condamnation et si un jour elle ne sera plus derrière les barreaux. Donc c'est difficile à savoir à ce niveau-là. Ouais. Ceci dit, les choses en Arabie, y compris les assassinats, se passent d'une façon tout à fait différente. Ça n'a rien à voir avec... Depuis le parapluie bulgare, il y a ces systèmes sophistiqués d'élimination. C'est pas une grande machine, les services. Mais justement, c'est pour ça que les dégâts sont considérables. Alors il y avait 2 conseillers, il y avait un conseiller du prince et puis il y avait un général qui passe pour avoir été le cerveau de l'opération. L'un l'a inspiré, l'autre l'a organisé, et tous les 2 ont été blanchis faute de preuves. Mais ils ont disparu, effectivement, de la scène. Plus personne n'en a entendu parler, ce qui donne du crédit à ce que vous racontez. Est-ce que vous pensez, vous, que le prince, Mohammed Ben Salman, qui passe aux yeux des Américains et des Turcs pour être le donneur d'ordre, qui passe même pour avoir eu un coup de fil avec Khashoggi au moment où il est à l'hôpital, au moment où il est au consulat. Est-ce que vous pensez qu'il est intervenu ? Mohammed Ben Salman est actuellement dans une période, comme le pays d'ailleurs, en période de mutation, et il a avec lui une jeunesse qui apprécie beaucoup plus que nous certaines libertés qu'on a données. Il est populaire pour vous. Il est populaire, oui, mais sa popularité est un peu écornée
notamment par cette affaire. Et on n'expliquera jamais, on ne pourra jamais convaincre l'opinion publique en Arabie, s'il y a une opinion publique à l'européenne, de l'Arabie saoudite que le type en plein consulat une crise cardiaque. Ah non, mais bon, ils ont reconnu que le crime avait eu lieu, mais on n'a jamais retrouvé le corps, et on n'a pas compris qui est-ce qui avait commis le forfait, en fait. Ce sont les Turcs qui ont le plus de détails et ils n'ont pas manqué de les propager, mais au compte-gouttes. Les Turcs ont donné ces informations au compte-gouttes. Et aujourd'hui, seulement MBS, comme on l'appelle, le tandem MBS-MBZ polarise un peu, sont soutenus par une majorité de jeunes et les populations des deux pays sont connues pour être jeunes. Alors MBZ, c'est le prince héritier des Émirats Arabes Unis, à côté. C'est l'homme qui vient de passer un accord, en fait, avec Israël. Est-ce qu'à votre avis, finalement, il fait la politique que MBS ne peut pas conduire parce que son image serait trop écornée? Il y a une sorte de complicité, une répartition de rôles entre MBS et MBZ. On le voit sur le chapitre de la Syrie, où les Émirats Arabes Unis envoient une délégation d'hommes d'affaires et se dirigent vers sinon une normalisation politique, un établissement de relations commerciales, avec lorgnant bien sûr sur la reconstruction de la Syrie, qui est un chantier énorme, un méga chantier. Et Ben Salman qui reste en retrait, puisque le pays, le protecteur des lieux saints ne peut pas s'engager sur la même politique que les Émirats, notamment au niveau du rapprochement avec Israël. Donc il y a une répartition de rôles entre les deux. Les dégâts de cette affaire sont considérables. Non seulement l'image d'humaniste du prince a volé en éclats, mais ces projets mirobolants, par exemple de villes numériques au bord de la mer Rouge, se sont évanouis comme un mirage au soleil. C'est terminé. C'est-à-dire l'affaire Khashoggi est tellement insignifiante, disons, par rapport à ces projets mirobolants, les promesses qu'il fait à cette population de jeunes, justement. Bien entendu, Khashoggi il avait aussi sa popularité, il soulevait l'enthousiasme des jeunes par ses prises de position, il était connu en Arabie et dans le monde arabe. Mais on ne peut pas dire que cette affaire va freiner cet élan de popularité du Et finalement, prince. Ça n'a pas tellement nui au prince, à MBS. Finalement, Vladimir Poutine devrait aller prendre des cours et faire un stage en Arabie Saoudite et prendre des cours auprès du prince héritier, parce que lui, il est accusé, finalement, par l'opinion publique occidentale d'un attentat contre l'opposant, qu'il n'a sans doute pas commis et qui est toujours vivant, alors que MBS a évidemment ordonné le meurtre de Khashoggi et il s'en tire indemne. Il est beaucoup plus fort, ce jeune prince. Mais je crois malheureusement que le niveau d'intérêt accordé par l'opinion publique à l'Arabie Saoudite et la Russie est quand même un peu différent. Donc on ne prête qu'aux riches, et dans un contexte post-guerre froide ou re-guerre froide, parce que ça redémarre, effectivement Poutine est au cœur de l'événement, alors que bon, l'Arabie Saoudite c'est loin, c'est compliqué, ça n'est pas l'Europe. Et donc, vous êtes voilà. deux hommes de grande expérience, qui connaissez très bien les pays où vous avez travaillé et sur lesquels vous avez travaillé. Est-ce que l'un et l'autre a eu connaissance ou ont eu connaissance d'autres meurtres d'État qui n'ont jamais été élucidés? Pour l'Arabie Saoudite, malheureusement, il y a un flou, je dirais, il y a un point. Au Liban, il peut y avoir beaucoup. On n'a pas, c'est-à-dire il n'y a pas d'organisme de contrôle de la justice saoudienne. La justice saoudienne, c'est la charia. La charia, de fait, n'est pas une justice comme une autre. Elle peut cacher beaucoup de choses. Il peut se passer des horreurs sans que personne ne le sache. À Beyrouth, au Liban.
Énormément d'opposants ont été éliminés par les uns, par les autres, par toutes les forces en présence. Parfois, il y avait des États derrière, quand même. Oui, bien La Syrie, l'Iran surtout, ont liquidé. L'Irak aussi a liquidé. Israël aussi, peut-être. Hein. Et les Occidentaux? Au Liban, il y avait d'abord la présence qu'on appelle, entre guillemets, la présence syrienne est au premier rang. Mais il n'y a jamais eu, encore une fois, des procès transparents. Ouais, on a vu alors, le reste a été commis dans des périodes entre deux guerres, dans une période tellement floue que il n'y a qu'à citer le tribunal international pour l'assassinat de Hariri, qui a donné les résultats que vous connaissez au bout de 15 ans. 15 ans d'enquête et une condamnation par contumace. Les tribunaux locaux n'ont pas... C'est le même système d'enterrer, entre guillemets, sans jeu de mots, d'enterrer les affaires et les victimes avec des longueurs que l'opinion publique n'arrive pas à suivre. Merci Elie. Jean de Gliasti. Moi, ce qui me vient à l'esprit, paradoxalement, c'est pas en Russie, mais c'est au Liban. C'est l'assassinat de l'ambassadeur de France de Lamar, qui n'a jamais été un barrage de l'armée syrienne. Un barrage de l'armée syrienne dans des conditions mystérieuses. On n'a pas voulu forcément incriminer. Peut-être qu'on savait quel était l'auteur, mais on n'a pas voulu pour des raisons politiques. Et puis, en fait, en général, quand ce sont des meurtres d'État, c'est fait par les services secrets, c'est assez proprement fait, si j'ose dire. Et on ne sait pas, ça ne sort pas. Ce qui est frappant, c'est que... Même l'ambassadeur n'est pas au courant? Ah, même l'ambassadeur n'est pas au courant. Il n'arrive pas à reconstruire, à se poser des questions? Non, mais il se pose des questions, bien sûr, mais... Se pose. L'action des services secrets n'est pas... Qu'elle soit secrète et qu'elle le reste, je l'entends bien. Enfin, mais l'ambassadeur, est-ce que l'ambassadeur que vous avez été a reniflé, a soupçonné un meurtre commis par des services d'État? Sur l'assassinat de Louis de Lamar, 2 ans après, il y a eu des noms qui auraient été ciblés et tués mystérieusement. Et comme par hasard, 4 personnes étaient très fortement soupçonnées, non pas par les services de l'État ni par les services de la justice, mais par les gens qui sont dans le milieu qui auraient exécuté. Parfois, ça n'a jamais été vérifié. Cette émission va se terminer sous cette note positive, à savoir que parfois justice est faite. C'était vrai dans l'ancien monde, et on espère que ça le sera aussi dans le nouveau. Ainsi va le monde, et l'info continue sur Télé Sud.